BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. 3 invités avec nous jusqu'à 18h pour commenter les sujets qui font l'actualité du moment sur les marchés financiers. Eric Lewin est avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir, mon cher Grégoire. Spécialiste notamment des petites capitalisations. On aura l'occasion d'en parler avec vous parce qu'il y a encore des victimes impressionnantes aujourd'hui. Parrot qui s'effondre de plus de 50%. On en dira un mot bien sûr avec vous. Eric, vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora. À vos côtés, François Jubin, le président de Wiseheim. François, bonsoir, rebonsoir. Vous étiez avec nous tout à l'heure lors de notre rendez-vous consacré au sommet BFM Patrimoine, et Shagir Manji nous accompagne enfin jusqu'à 18h, directeur de la gestion de Haas Gestion. Shagir, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Je commence avec vous Shagir, les cours du pétrole qui s'effondrent de 6-7% à nouveau, parce que je crois qu'on a déjà eu il y a quelques jours une séance comme ça de très forte baisse sur les cours du pétrole, moins 30% par rapport au pic atteint début octobre. Comment on explique ce phénomène ? Enfin, je veux dire, est-ce que l'économie s'est effondrée de 30% et justifie que les cours du pétrole chutent de 30%, ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut expliquer, en partie en tout cas, cette baisse marquée ? Alors, je dirais qu'il y a 3 éléments. Hein. Le premier élément qui était une source d'inquiétude, c'était le fait qu'au niveau de l'offre, les sanctions iraniennes étaient beaucoup moins dures de la part de l'administration Trump. Donc ça, c'était la première phase de décalage des cours. Donc ça, c'est un peu du passé. La deuxième phase, je dirais, c'est essentiellement dû à une très grande interrogation aujourd'hui sur la croissance mondiale en 2019. On voit bien que c'est le sujet vraiment qui inquiète les marchés. Et donc sur ce plan-là, c'est la demande de pétrole qui pourrait inquiéter un peu les marchés, la demande de pétrole sur 2019. Et donc c'est ce qu'on vit en ce moment sur la forte baisse du prix du pétrole, je pense. Et c'est vrai que ces derniers jours, je ne vois pas tellement de raisons particulières, sachant que la réunion de l'OPEP est pour le 5 décembre prochain. On a vu très peu de communiqués. Alors peut-être qu'il y a un lien avec l'affaire du journaliste Khashoggi, l'Arabie Saoudite, les États-Unis. Il y a probablement des choses qui se passent, mais c'est un peu étonnant cette baisse ces derniers jours, en tout cas pour ma part. Patrick Pouyanné, le patron de Total qui était au salon Actionnariat ce matin, alors lui, il envoie un message assez clair. Il dit qu'il est convaincu que l'OPEP et ses alliés, notamment la Russie, vont annoncer des coupes importante de production à l'occasion de cette réunion du 6 décembre face à la baisse des cours du pétrole. Enfin voilà, grosso modo, il dit il n'y a pas le choix pour eux aujourd'hui que d'annoncer quand même à nouveau un retrait de la production. Ouais. Mais sur le pétrole, il faut jamais oublier une chose, on est tous inquiets par la forte baisse actuellement, c'est un facteur positif. C'est un facteur positif pour l'économie mondiale et pour nous en particulier les pays développés. On l'a bien vu, la forte baisse du pétrole entre mi-2014 et début 2016, elle a à mon avis contribué à la reprise de l'économie mondiale. Il y avait bien sûr les politiques monétaires très accommodantes, mais elle a contribué à la reprise de l'économie mondiale. Donc ça, c'est un facteur très positif aujourd'hui et c'est également positif en microéconomie pour les résultats des entreprises. Ouais. Il ne faut pas l'oublier cet aspect-là et je pense qu'à un moment donné, il faudra le prendre d'un côté positif également. Ouais, juste un mot encore sur la demande mondiale. Vous dites qu'il y a tellement de doutes sur la croissance l'an prochain qu'on en est là à liquider des positions sur le pétrole. Parce que encore les grandes institutions, alors vous me direz qu'elles sont peut-être jamais forcément en avance sur les anticipations du marché, mais quand même, on parle d'une croissance mondiale à 3,5 l'an prochain. Il y a un doute tellement fort sur ce rythme de croissance qu'on affiche et qu'on prédit encore pour l'an prochain, Shagir. Alors, je pense que ce 3,5 est très fragilisé. Il dépendra beaucoup des négociations entre la Chine et les États-Unis d'une part, mais le 3,5 me semble être relativement fragilisé aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur le pétrole, il y a comment dire, un aspect important, c'est le ralentissement très fort qu'on a aujourd'hui en Chine. Il est clair qu'aujourd'hui, sur le plan de la croissance, une des zones qui pourrait nous inquiéter, c'est quand même la Chine. Alors, s'additionnerait à ce ralentissement chinois les conséquences éventuellement de tensions encore plus graves avec les États-Unis, mais c'est bien là le point faible et la Chine, c'est quand même un des éléments importants dans la demande de pétrole au niveau mondial. François Jubin, quelle lecture vous faites de l'effondrement des cours du pétrole, hein, et on peut parler d'un effondrement, des baisses de 6-7%, on le voit aujourd'hui, on l'a vu déjà sur une séance récemment, il y a quelques jours à peine. Bon, est-ce que ce sont des phénomènes de marché avant tout, ou est-ce que non, il y a une anticipation effectivement de quelque chose de très négatif qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les prévisions pour 2019 sur le plan macroéconomique ?
L'un et l'autre. Ouais. L'un et l'autre. Alors on a commencé, Chaguir le notait très justement, on a commencé avec Trump qui, avant les élections, avait appuyé pour que les prix du pétrole baissent. C'est là le facteur déclenchant. Ensuite, on y ajoute un argumentaire sur la croissance qui faiblit, la croissance mondiale qui faiblit, et Chaguir a également bien développé ce point-là. J'ajouterais sans doute que le marché du pétrole est aussi un marché de spécialistes qui est très volatile, avec des gens qui essaient de travailler sur les tendances, suivre les tendances, et quand on a une tendance qui pousse comme ça, eh bien peut-être qu'on a envie de l'accompagner, ou alors peut-être qu'on était dans l'autre sens, et puis qu'on doit déboucler ses positions de façon inopinée, et cette action ajoute de la pression vendeuse sur le marché. Et je ne vois pas comment on peut expliquer cette chute aussi vertigineuse sans quand bien même on a des doutes sur 2019, voilà, d'accord. Voilà, sans y mettre il y a quand même une mesure à garder. D'organisation de marché avec des intervenants qui sont très volatiles dans leur prise de position. Eric, bon, sur le pétrole et puis sur la thématique pétrolière en bourse, Total, c'était quand même une valeur qui avait retrouvé énormément d'intérêt pour les investisseurs. Depuis quelques temps, c'est beaucoup plus compliqué. Je parle même pas des valeurs parapétrolières. Où là, alors, Vallourec s'est effondré de 50% en 10 jours. Ouais, puis CGG n'a pas fait mieux. Non, CGG, ça doit être moins 35% en 3 semaines aussi. C'est incroyable. Oui, Pour des valeurs qui avaient déjà divisé par deux, facilement. Non, moi, ce qui m'amuse sur le pétrole, c'est quand ça valait $80, j'étais venu il y a un mois et demi, c'était aussi dramatique. Maintenant, ça devient dramatique. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand même les stocks américains n'arrêtent pas de monter. Je crois que ça fait 6 ou 7 semaines de hausse consécutive. C'est vrai que quand on voit les derniers chiffres qui sont sortis en Europe, en Chine, en Inde, aux États-Unis, il y a quand même un ralentissement. Donc, c'est normal que ça se normalise. Maintenant, c'est vrai que sur les valeurs pétrolières, vous avez vu qu'aujourd'hui, LVMH est redevenu la première capitalisation française. Je crois que c'est 129 milliards contre 128. C'est vrai que sur Total, quand même, moi j'ai le sentiment qu'autour de 40, je crois que ça vaut 47 euros ce soir. Ouais. Entre 45 et 47, c'est quand même une bonne affaire, quoi. Ça vaut moins de 9 fois les bénéfices, il y a un rendement supérieur à 5%. C'est quand même extrêmement bien géré. Je crois quand même qu'il faut y aller. Et puis il faut pas oublier aussi que ce week-end, Thanksgiving hier, marché américain ouvert. Il commence à faire froid aux États-Unis. Ce que nous disait notre correspondant Sabrina à New York, la vague de froid. C'est vrai que ça va être la vague du siècle, notamment ce que j'ai lu. Enfin, je suis pas un météorologue. Où est passé le réchauffement climatique. Donc il y a ça, mais moi j'ai le sentiment quand même que jeudi, vendredi, il se passe pas quand même grand chose, et que pour peu qu'il y ait des hedges qui appuient un peu, c'est sans doute pour ça qu'on voit un marché en baisse de 5 à 6%, parce que franchement il s'est pas passé grand chose aujourd'hui en termes de statistiques sur le pétrole, si ce n'est que c'est la continuation de chiffres économiques un petit peu médiocres et des stocks de pétrole qui sont sortis, je crois, mercredi, et qui étaient nettement supérieurs aux attentes. Maintenant sur les valeurs pétrolières, à part Total, c'est un bain de sang. Il faut le dire. Technip aussi a dû perdre une vingtaine de % en l'espace de 3 semaines. Il y a les majors intégrés, c'est une chose, qui ont un profil particulier, et les valeurs parapétrolières, qui sont un profil différent en termes d'investissement. C'est vrai que parapétrolières, notamment Vallourec, c'est un bain de sang. Le titre a perdu entre 50 et 60%. Et d'ailleurs, il baisse pas aujourd'hui. C'est vrai. Enfin, ça vaut un 60. Oui, je sais, c'est presque une penny stock. En fait, moi, je crois que la grande problématique, c'est sur ce titre, quasiment tout le monde était à l'achat entre 4 € et 4,50 €. Et quand est sortie la publication des résultats trimestriels, qui n'ont vraiment pas été bons, mais qui n'ont pas été catastrophiques quand même, et comme on est dans un environnement de marché dégradé, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, il y a eu un massif retournement de tendance, parce qu'il y a eu des volumes monstrueux. Pour passer de 4,50 € à 2 €, il y a eu un volume monstrueux, je crois que c'est dû à ça. Valeur ultra spéculative, qui attire énormément de spéculation à l'achat, à la vente, les vendeurs à découvert. Moins une valeur vaut cher en nominal, plus elle attire du monde. Sur LVMH, c'est pas une valeur plus compliqué. CGG à 1,30, vous pouvez passer plus facilement de 1,30 à 1,40. Je crois que c'est des valeurs qui devraient, à mon avis, remonter, mais ça reste quand même très dangereux. Et c'est vrai que si le pétrole continue à glisser, il n'y a aucune chance que ces titres remontent. Donc pour que ces titres remontent, il faudrait vraiment... Ça serait un bon call pétrole, quoi. Au lieu d'acheter des calls pétrole, vous achetez du Vallourec et du CGG aujourd'hui, en priant le ciel qu'il n'y ait pas des mauvaises publications dans les semaines qui viennent. Bon, attention, un dossier spéculatif quand même, je le rappelle, des Vallourec, des CGG, Total, nettement moins, ça c'est sûr, il y a du rendement servi, ça c'est clair pour les actionnaires, et le titre Total qui retombe quand même de 3-4% cet après-midi, autour des 47 €. On va marquer une pause, messieurs, on continue évidemment de discuter des sujets qui font l'actualité, des marchés financiers, des sujets qui sont les enjeux du moment pour les investisseurs, l'ambiance de marché qui reste lourde, le CAC 10% en dessous des plus hauts récents atteints fin septembre, début octobre, idem pour le marché américain. Est-ce qu'on vaut 10% de moins? Est-ce qu'à ces niveaux-là, on retrouve déjà des affaires intéressantes à faire sur ce marché? On en parle avec nos invités jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse.
Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Eric Lewin, les publications Agora, François Jubin, le président de Wise AM, et Shagir Manjid, directeur de la gestion de Haas Gestion. Shagir, je reprends avec vous, bon, sur le contexte de marché, on a parlé du pétrole, mais c'est un point d'entrée pour évoquer la situation de marché. On est 10% en dessous, alors du pic historique atteint pour le marché américain fin septembre, début octobre, on reste 10% en dessous aujourd'hui. Idem pour le marché européen, on partait pas d'un pic historique, mais d'un plus haut récent. Est-ce que, oui, on vaut dans l'état actuel de la situation, oui, est-ce qu'on vaut 10% de moins qu'il y a un mois et demi, ou est-ce que non, il y a quand même un peu d'exagération dans cette correction aujourd'hui, au regard de l'état des lieux de la situation et de ce qu'on anticipe bien sûr pour 2019. Alors, je reprendrai un petit peu l'année 2018, parce que pour moi, il y a eu 3 étapes de baisse finalement. Il y a une première étape de baisse pour les marchés émergents et les marchés européens. Les marchés émergents, la politique monétaire US, et les marchés européens, le risque politique italien, hormis les marchés US qui se tenaient bien. Ça, c'est la première étape, le premier semestre. Une deuxième forte baisse début octobre. Pourquoi ? Parce que la Fed nous a annoncé finalement un panorama extrêmement optimiste de l'économie américaine, et puis une envie d'aller beaucoup plus loin sur la normalisation des taux. Et je pense qu'à ce moment-là, compte tenu des valorisations surtout qu'on avait sur le Nasdaq, évidemment, ça a été un des déclencheurs. Et là, tous les marchés ont été pris dans cette forte baisse. Ça va trop bien, la Fed va siffler la fin de la récré. Non mais je pense qu'il faut l'expliquer, parce que c'est pas intuitif de se dire la Fed nous dit que ça va trop bien et le marché baisse derrière. Oui, parce que l'inquiétude des marchés il y a encore quelques semaines, c'était l'inflation. Ouais. Et donc là, quand on nous dit ça va trop bien, on a ces craintes inflationnistes et on se dit on rentre dans un cycle monétaire qui ira loin et qui va finir par impacter l'économie. Et donc ça, c'est l'explication, je dirais, de la baisse du mois d'octobre, en dehors du fait que les cours étaient également élevés, en tout cas aux États-Unis. On partait de haut. Ouais. Et la troisième étape de baisse, c'est l'étape actuelle. C'est pas une vraie baisse, c'est une baisse rampante qui est fragilisée par quoi ? Fragilisée par le fait que on n'a pas une bonne visibilité sur l'économie mondiale en 2019. Pour plusieurs raisons, on n'a plus une très bonne visibilité sur l'économie mondiale. Donc on est passé d'une crainte inflationniste à une crainte croissance. C'est ce qui s'est passé, mais très brutalement, assez rapidement. Aujourd'hui, on voit bien que les taux longs américains ont redescendu, mais ça ne fait pas repartir le marché. Donc on a bien une crainte sur la croissance et non plus une crainte sur l'inflation. Et dans ce cadre-là, il est également délicat de dire telle valorisation, est-ce que c'est intéressant, telle autre, est-ce que c'est intéressant. Il est évident que sur les valeurs cycliques, tout devient compliqué parce que les futurs bénéfices sur les valeurs cycliques, on ne les connaît pas. Ouais. Aujourd'hui, le consensus qui est de 7, 8 ou 9% de croissance sur l'année 2019 par rapport à 2018, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, il est extrêmement fragilisé. Et donc à partir de là, on n'a pas de support véritablement pour aller un peu plus loin en se disant il faut construire des portefeuilles, c'est un élément de fragilité vraiment sur les marchés. François Jubin et puis Eric Lewin, à quoi on se raccroche ? Enfin voilà, face à ce manque de visibilité, est-ce qu'on a des éléments qui permettent quand même de regarder un peu à travers les choses aussi pour se rassurer ou pas forcément pour se rassurer, j'en sais rien, je cherche pas forcément à biaiser ma question par rapport à ça, mais à quoi on se raccroche là ? Alors, on peut se raccrocher aux valorisations. Moi, je crois que... Oui, mais Shagir disait, si on n'a pas de certitude ou de conviction suffisamment forte, ces valorisations, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Ce qu'on a vécu tout au long de l'année 2018, c'est une recomposition des primes de risque, classe d'actifs par classe d'actifs. Et il reste très peu de classes d'actifs qui sont encore épargnées. Et je pense qu'on n'a pas encore totalement fait le ménage partout. Donc ça veut dire quoi ? Pourquoi il y a cette recomposition de ces primes de risque ? Eh bien, tout simplement, avant, on était dans un monde avec une croissance extrêmement vue de façon extrêmement positive, l'accélération de la croissance européenne en 2017, des niveaux de taux à zéro. Donc finalement, les investisseurs étaient rassurés et puis se disaient finalement qu'ils pouvaient accepter un rendement du dividende ou un rendement des actions relativement faible dans un univers à taux zéro. Voilà, maintenant, on a deux choses qui changent, qui ont été évoquées. D'une part, c'est cet environnement monétaire qui est en train de changer, avec la réduction de la politique monétaire accommodante, qui va nous amener normalement, dans un monde qui n'est plus un monde à taux zéro. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc aujourd'hui, les taux 10 ans sont à 3,25
en fonction des news. Et puis, on pense également qu'en zone euro, eh bien, les taux à 0,30 sur le 10 ans allemand, ce n'est pas quelque chose qui est forcément imaginable dans les années à venir. Donc, deux composantes qui sont majeures, c'est la croissance attendue et le niveau des taux d'intérêt. Donc, les prix des actions se sont ajustés à ça. Ouais. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, reprenons maintenant pour le futur. Ça veut dire que maintenant, quand vous achetez des actions qui ont souffert, quand vous avez des PE qui sont en dessous de 12, il y en a, on citait l'automobile. L'automobile, on est à 6,5 de PE. Même si vous avez une croissance relativement faible dans les années à venir, 2019 ne sera pas forcément un très bon cru pour la croissance, mais rien n'empêche d'avoir un rendement sur un certain nombre de titres actions qui ont énormément souffert, d'avoir un rendement correct. C'est la logique des investisseurs sur un titre comme Renault, par exemple, aujourd'hui, là, qui gagne 2,5%. Je crois que sur le Renault, contexte il y avait une actualité. Oui. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Mais la logique de valorisation là trouve toute sa place au milieu d'un scandale comme l'affaire Carlos Ghosn. Oui, alors le scandale, c'est un peu, ça amène du bruit, mais reprenez quand même toute la partie automobile qui est là aujourd'hui, ça entraînait quand même également, je pense, le secteur a dû en bénéficier. Ouais, alors le secteur auto, oui, il fait plus 0,3, oui, ça monte. Un petit peu, voilà, gentiment. Bon. Voilà, maintenant, on est quand même sur des niveaux qui sont difficiles, au niveau de valorisation, qui intègre quand même beaucoup de choses. Alors, il y a un point qui a été également évoqué. Mais ces valorisations, vous dites, elles nous protègent, quand bien même on n'a pas de certitude totale sur le scénario 2019. Moyen terme, oui. Ouais, d'accord. Moi, je pense je dis pas qu'on va rentrer dans un cycle. Avant de rentrer dans un cycle haussier sur les actions, de retrouver un cycle haussier sur les actions, il faudra avoir une inversion sur les perspectives économiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais on nous parle quand même plutôt d'une fin de cycle, et sur le marché automobile notamment, on voit déjà des marchés qui se sont retournés. C'est pour ça que, où est-ce qu'on met où est-ce qu'on met le curseur, notamment quand vous payez Renault 3 années de résultats, est-ce que dans 3 ans, Renault... mais je suis d'accord, enfin, j'entends parfaitement l'argument, hein. Pas de souci. Sur Renault, allons-y, Eric. Écoutez, non, sur Renault, moi, mon sentiment, quand même, c'est que tant que l'alliance n'est pas menacée, tant qu'on continue à voir ces synergies qui devraient quand même s'élever à 5 milliards cette année, à 10 milliards d'ici 2022... Et on a une garantie que l'alliance n'est pas menacée aujourd'hui ? Personne n'y a intérêt, il y a tellement de synergie. Franchement, il y a tellement de synergie, il y a tellement d'économies de coûts qu'aucun des deux groupes n'y a intérêt. Vous avez deux façons de valoriser Renault. Soit vous faites les ratios classiques qu'on a. Alors bon, c'est vrai qu'en termes de PE, ça vaut 4 fois les bénéfices, c'est pas vraiment très cher. Alors, je sais que vous n'avez pas ce ratio, mais en VE sur EBIT, ça vaut une fois. Je crois que sur la côte parisienne, il n'y a pas une valeur qui est aussi peu chère. Et si vous faites la somme des parties, c'est-à-dire que si vous prenez la trésor de Renault, c'est à peu près 3 milliards, leur participation dans Nissan, plus la participation qu'ils ont dans Daimler, vous retrouvez la capitalisation de Renault, c'est-à-dire que ça vaut également 18 milliards. C'est-à-dire que c'est comme si Renault valait zéro. Ouais, c'est ça. Donc l'automobile, l'activité pure automobile chez Renault, ça vaut zéro. Donc moi, je trouve quand même, le titre est à son plus bas niveau depuis 3 ans. C'est vrai qu'il y a tout le bruit autour de Ghosn, mais je pense qu'il y a derrière tout ça quand même peut-être un problème quand même stratégique de la part des Japonais qui ont très envie quand même de reprendre le pouvoir dans cette alliance qui leur est défavorable. Mais il ne faut pas oublier quand même que quand Carlos Ghosn, parce que les gens oublient tout ça, hein, quand il est arrivé en 99 à la tête de la société, il y avait plus de 20 milliards de dollars de dette. Ils perdaient beaucoup d'argent, ils étaient au bord du dépôt de bilan. C'est vrai qu'il y a eu du cost killing sur lequel je ne vais pas revenir. Mais disons que les Japonais l'ont mauvaise. Pourtant, c'est quand même Ghosn qui a complètement restructuré l'entreprise. Moi, mon sentiment quand même, sauf si les marchés s'effondrent, je vois pas pourquoi on pourrait pas reprendre une quinzaine de % sur Renault. Franchement, ça me paraît pas cher du tout. C'est vrai qu'on peut avoir des turpitudes, mais les turpitudes sont isolées à Carlos Ghosn. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est peut-être lui, mais on n'en sait rien, hein. C'est peut-être lui qui a fait, on parle de dépenses somptuaires, je crois qu'il y a un mariage qu'il aurait fait au château de Versailles notamment, qui vaut une fortune, enfin bref. Bon, non, mais moi, je pense que c'est limité. Ce qui m'étonne, c'est que Carlos Ghosn, c'était quand même la clé de voûte de l'édifice et tout le monde l'acceptait. Et puis aujourd'hui qu'il est plus là, mis à l'écart, empêché, finalement on dit non, l'alliance se suffit à elle-même et elle n'a pas besoin de Carlos Ghosn pour exister ou pour se renforcer demain. Le japonais qui va lui succéder, c'est un peu un fils spirituel de Ghosn, hein. C'est lui qui l'a mis en place, donc il a tué un peu le père. Thierry Bolloré, tout le monde le connaît, c'est aussi un grand spécialiste du secteur, donc il y a une continuité. Et ces gens-là remplaceront Carlos Ghosn sans problème.
Oui, non, mais regardez je le cours de mais- bourse. Attendez, ça valait quoi Bien la bourse? sûr. Ça valait 63, 64 Ouais. avant, et maintenant ça vaut quoi? 61? Ouais. On a perdu quoi? 3 € cette semaine. C'est C'est-à-dire pas qu'il y a eu grand-chose, tout en ce fait, hein. bruit complètement démentiel. Il y avait, moi je vois l'ouverture de tous les journaux de télé, il y a eu des émissions sur plein de chaînes d'une Vous regardez heure. trop la télé, Eric. Je regarde trop la télé, mais franchement, il n'y a pas grand-chose, on fait moins 4. Non, mais franchement, on fait Non, moins mais, 4 je sur Renault. suis d'accord avec Donc, vous. je pense que ça peut être un bon call. Non, très honnêtement, je pense qu'on peut gagner une quinzaine, voire une vingtaine de pourcents si les choses s'aplanissent. Et ça devrait s'aplanir parce que franchement, dans ce cas-là, tout le monde y a intérêt. Parce que si jamais l'alliance est remise en cause, c'est des coûts supplémentaires et donc c'est une rentabilité qui baisse. Renault, je crois que ça sera au-dessus de 6,5% cette année. Là, franchement, il y a beaucoup de points de baisse en termes de rentabilité. On pourra revenir plus globalement sur l'aspect de valorisation. Est-ce qu'il faut justement aller chasser les valorisations excessivement faibles aujourd'hui sur le marché? Est-ce que c'est la bonne stratégie dans le contexte même d'inquiétude sur le cycle aujourd'hui? Mais sur Renault spécifique, il nous reste 2 minutes avant la clôture, Chaguir. D'une façon générale, j'ai pas grand-chose à rajouter. Renault, évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé, c'est un cas particulier. Et effectivement, je suis d'accord, c'est assez sous-évalué, mais en termes sectoriels, je serais beaucoup plus prudent, beaucoup plus prudent. Mais une façon de regarder aujourd'hui les valorisations, quand on a une incertitude sur les résultats, c'est regarder ce qu'on appelle par rapport à l'actif net, le cours par rapport à l'actif net. Ça, c'est quelque chose de moyen terme et qui montre des véritables sous-valorisations de valeur. Donc ça peut être une façon de regarder les marchés, en tout cas les titres en particulier, au cas par cas. Mais encore une fois, sur les PER, il faut être prudent. Parce que peut-être qu'on est vraiment dans un cycle relativement avancé aujourd'hui et on n'a pas ce support. On voit à quelle vitesse la croissance européenne a ralenti. Je rappelle que nous étions à 2,5 en rythme annuel fin 2017 et le T4 s'annonce à 1,2. Et ça a été extrêmement rapide. Donc je suis prudent, c'est vrai, sur le plan de la croissance et donc sur le plan des résultats. Mais d'autres façons de regarder les valorisations, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités. Il y a des opportunités sur le marché. Et d'ailleurs, à mon sens, l'année 2019, ça va être l'année de la gestion active par rapport à la gestion passive. L'année 2018, c'était la gestion passive. Il suffisait d'acheter un ETF. On faisait beaucoup mieux que n'importe quel gérant cette année. Mais enfin en gestion active, voilà, même alors on parlera des small caps, des effondrements de cours de bourse sur des nouvelles qui justifient pas forcément. Mais ça veut dire qu'il y a du stock picking, il y a des gérants qui vont faire le tri. Et je pense que 2019, ça va être exactement l'inverse de 2018. Ouais, mais avec beaucoup de pièges à éviter quand même aussi. Enfin, ça mettra en valeur le talent de tout le monde justement. Justement, mais je pense qu'il y a des talents, mais cette année, c'est une année où finalement les choses sont allées très très vite. Nous-mêmes, sur nos prévisions, je dirais même l'été dernier, on parlait d'une stabilisation des PMI dans la zone euro. On était tous à attendre un petit rebond sur la deuxième partie de l'année. Et c'est exactement le contraire qu'on a eu. Ça continue de baisser. On a vu encore des sondages, les PMI, les sondages d'activité mensuels réalisés auprès des directeurs d'achat pour la livraison du mois de novembre. Non, c'est encore très très médiocre et c'est encore une déception supplémentaire par rapport à ce qu'on avait déjà eu. Eric, juste rajouter un mot et puis on marque une pause. Ce qu'on voit pour compléter, c'est que même les valeurs qui étaient des stars de la cote incontestables ont subi des fortes baisses. Je vous en cite 3 rapidement. Orpea, tout le monde disait c'est la valeur défensive par excellence. Elle perd quand même 25% en l'espace de 3 mois. Dassault Systèmes, on disait c'est la Rolls des éditeurs de logiciels qui est rentrée au CAC 40. Vous vous rappelez, on s'est gargarisé parce que c'est vrai que ça faisait du bien que cette valeur entre au CAC 40. Moins 27%. Et Eurofins Scientifique, le leader mondial, les laboratoires, stratégie de build-up de croissance externe, fait moins 30%. C'est sur des questions de cherté des dossiers. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus si vous voulez, de valeur refuge. On se disait que ça serait le luxe. Le luxe aussi a subi des prises de bénéfices. On se disait que ce serait ce style de valeur. Et même ce style de valeur qui sont quand même des valeurs de croissance, où il ne se passe pas grand-chose, où année après année, il y a une amélioration de la rentabilité. Là aussi, pourquoi? Parce qu'elles étaient chères. Mais avant, la cherté se payait en bourse. Maintenant, on a le sentiment que c'est un peu inverse. Et c'est pour ça que c'est assez problématique de trouver des thèmes en ce moment. Si la tendance se prolonge pas éternellement, oui, ce qui risque d'être le cas quand même, c'est pour ça qu'on appelle ça des cycles. Oui, effectivement, on est sans doute plus prêt à payer le même prix pour une croissance qui est toujours là dans ces entreprises. Et vous le rappelez effectivement, Eric, la croissance de ces entreprises reste là et reste dynamique. C'est une question de valeur, de valorisation, de prix par rapport aux perspectives qu'on peut avoir pour ces entreprises. On va terminer peut-être légèrement positif au terme d'une séance qui aura été encore agitée, très animée sur les cours du pétrole, et ça n'est pas terminé puisqu'on dévisse encore de 6% sur les cours du pétrole. C'est vraiment le marqueur de cette journée de bourse qui va nous permettre de clôturer une semaine délicate encore pour les investisseurs. On continue de parler de tout ça avec nos invités du Club de la Bourse jusqu'à 18h et Jean-Louis Cussac avec nous dans un instant pour la clôture définitive à Paris. Fin
Fin de séance sur les marchés européens et on a un petit peu racheté sur une séance encore compliquée. On a vu des mouvements assez erratiques encore sur nos marchés en Europe avec un CAC 40 qui s'est rapproché à nouveau des 4900 points. On va terminer autour des 4950 et c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus 0,2% pour l'instant en attendant la clôture définitive d'ici quelques instants à Paris. Nos invités autour de la table évidemment jusqu'à 18h et Jean-Luc Hussac qu'on retrouve en duplex chez Perceval Finance Conseil. Merci Jean-Louis d'être avec nous jusqu'à la clôture de ce dernier jour de la semaine. Vous pourrez partir en week-end juste après, Jean-Louis. Non, mais séance intéressante quand même, Jean-Louis, parce que on rachète, on va peut-être terminer à 4950 points. Et ça, c'est un point quand même que vous avez en tête et que vous, sur lequel vous communiquez depuis un moment. Enfin voilà, cette nouvelle fourchette de fluctuation entre 4950 et 5250. Alors les 5250, on en parlera peut-être plus tard, le jour où on les reverra. Mais pour l'instant, 4950, ça semble tenir. Oui, on évolue beaucoup entre ces deux niveaux. Là, on est plutôt sur des points un peu en dessous, mais à chaque fois que le marché revient vers 4009, quand j'observe comme ça le comportement des valeurs du CAC, etc., on a cette impression que le marché peut rebondir facilement. Et tout à l'heure encore, c'est l'impression qu'on avait, on en a parlé un peu, et très facilement, le marché a repris 0,7% en clôture. Il en faut à chaque fois très très peu, parce que là on va faire quoi, un volume peut-être de 2,5 milliards, 2,6 milliards, donc faible. Alors Total compense, heureusement, parce que Total va faire un des plus gros volumes qu'elle a fait ces derniers temps, là, ces derniers jours, alors que l'ensemble du marché évidemment a été plutôt en retrait. Donc Total compense. Sinon on aurait fait carrément peut-être 2,2 milliards dans la journée. Donc on a un marché qui envoie pas de message fort encore ce soir. Il est plutôt en roue libre. Il est dans une phase de digestion, de réflexion, surtout d'attente, de perspective, de règlement de problèmes, etc. Bon, il y a jamais de solution, en tout cas aux problèmes que l'on connaît. Brexit, ça dure, etc. L'Italie, on a botté en touche, mais ça va revenir. C'est toujours la même chose. Personne ne prend vraiment d'initiative directionnelle. Personne ne fait de plan sur du très long terme ou du long terme ou même d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à espérer dans ce type de marché. Sur les mid et small, bon, ça se calme un petit peu. Il y a des baffes encore qui sont distribuées, mais bon, on a l'impression que ça se calme un petit peu dans l'ensemble. Enfin, il faut vraiment parfois se contenter de peu, vous me direz. Oui. Comme j'essaye de regarder à la minute même, parfois je vois des signaux positifs, un tout petit peu positifs, mais parfois j'en vois pas du tout. Bon, alors là, aujourd'hui, j'en vois un tout petit peu. Mais hier, j'en voyais pas un seul. Donc voilà, on a un marché sur le long terme qui reste sur un message négatif, donc il peut toujours aller chercher les 4007 peut-être dans une prochaine phase de hausse. En fait, là, il a un comportement qui peut présager justement d'un vrai retournement de contexte général, avec l'idée que la croissance sera moins forte, etc., etc. Donc, et surtout quand on regarde les mid et small, si jamais la croissance ralentit fortement, elles vont être très sensibilisées. Autre sous-jacent, pétrole, qui sera du coup moins demandé, et c'est pour ça que peut-être qu'il baisse aussi dans l'idée que peut-être la croissance ne sera pas au rendez-vous. Voilà. Donc il y a des risques importants, tout le monde le sait. Et la différence d'avant, c'est que je pense que là, tout le monde est bien conscient de la situation et qu'il n'y aura pas de surprise. Et la méfiance est toujours extrêmement forte de la part des gérants. Du coup, il ne peut pas y avoir de capitulation, de panique, etc. On aura, je pense, des réactions extrêmement, à chaque fois modérées, sauf s'il y a un problème systémique de construction de marché. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. La vol est remontée un petit peu, donc si vous voulez, ça va. Il n'y a pas d'alerte de ce côté-là. C'est intéressant, c'est ce que Shaghir Manji, vous nous disiez tout à l'heure, cette espèce de... alors crack, je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais cette crise un peu rampante de marché, cette logique de baisse rampante du marché sans accélération, sans panique. Je vous redonne la parole dans un instant, juste on clôture la séance. Jean-Louis, vous pouvez rester avec nous quelques instants si vous le souhaitez. Clôture du CAC ce soir en progression de 0,18% à l'arrivée, 4946 points, donc c'est quand même plutôt positif de termination
à ce niveau-là ce soir. Des volumes très très limités, 2,5 milliards échangés sur le CAC 40 ce soir, avec le secteur pétrolier évidemment qui a trinqué, on peut le dire, les cours du pétrole qui s'effondrent littéralement. On peut penser que là, il y a peut-être une certaine capitulation de la part des opérateurs sur le marché pétrolier, avec une baisse de 6-7%, allant jusqu'à 6-7% sur les cours du pétrole. Le baril de Brent, par exemple, le pétrole de référence pour la mer du Nord, est repassé sous les $59. On est sous les $59 contre $86 pour le baril de Brent début octobre. Renault, on en parlait tout à l'heure, qui termine positivement une semaine particulière, avec évidemment l'éclatement du scandale autour de Carlos Ghosn, qui avait fait baisser le titre de presque 10% en 2 jours. Une partie a déjà été récupérée. Le titre clôture en hausse de 2,3% ce soir. Leader du CAC 40, Renault à 60,45 €. On trouve Safran également qui a très bien tenu, plus 2,25%. Saint-Gobain dans la construction gagne un peu plus de 2%. On a vu les valeurs télécom également qui étaient recherchées avec leur profil le défensif. On notera la tenue du secteur bancaire aussi. Alors généralement un secteur qui souffre particulièrement dans ces phases d'aversion au risque, d'inquiétude sur le cycle. Alors le secteur a déjà énormément souffert de ces inquiétudes, mais aujourd'hui, en tout cas, le marché, les investisseurs avaient peut-être d'autres chats à fouetter. Le secteur bancaire, lui, est resté légèrement positif même, plus 0,5% pour le stock 600 banques, le grand indice sectoriel des banques en Europe. Les banques italiennes gagnent un peu plus de 1% cet après-midi. Et puis on notera la tech qui se reprend un petit peu, là aussi, dans une séquence compliquée, que ce soit pour les grandes stars américaines à Wall Street, qui sont d'ailleurs dans le rouge, les GAFA pour l'instant, et en Europe, mais c'était plutôt une séance de reprise pour nos valeurs européennes, dans le logiciel notamment. On voit Capgemini qui reprend 1,2% ce soir, et Atos également qui regagne 1,5%. Le CAC à l'arrivée, plus 0,18%, 4946 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Shagir Manji, oui, je vous redonne la parole parce que c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, cette forme un peu rampante de baisse de marché, sans crack, sans panique. Voilà, c'est la séquence du moment là. Oui, alors c'est une période un peu compliquée, encore une fois, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les valorisations sont difficiles à appréhender. Cela dit, il y a probablement des dossiers, et là je pense surtout sur les small et les mid, qui méritent déjà à ce niveau une attention particulière. Mais là aussi, il faut savoir faire le tri. Le tri, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout éviter les sociétés endettées. Ça, c'est un des critères qui me paraît être relativement clair aujourd'hui, parce qu'une société endettée, c'est un bêta évidemment plus élevé. Une sensibilité au mouvement de marché. Voilà, tout à fait. Et on sait qu'aujourd'hui, on doit être quand même prudent sur les hypothèses qu'on met sur la table. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que clairement, on va vers un ralentissement de l'économie mondiale. On ne sait pas de combien, mais on y va. Aujourd'hui, c'est la Chine. Aujourd'hui, c'est la zone euro. Aujourd'hui, c'est le Japon. Demain, peut-être, c'est les États-Unis. Jusqu'où on n'a pas encore la réponse. Voilà, jusqu'où on n'a pas la réponse. Mais il est clair que dans ce cadre-là, les valeurs cycliques sont difficiles à appréhender aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un petit peu ce que je vois. Le message que je comprends. Et donc, il faut s'adresser à des valeurs de croissance. Mais les valeurs de croissance sont chères. Donc, on le sait, elles sont relativement chères. Mais il faut s'adresser à ces valeurs de croissance à un moment donné, quand la correction sera terminée. Et probablement sur les small et les mid, une valeur de croissance pas très endettée. Voilà un petit peu. C'est un bon profil. Ouais, non, mais c'est très clair. De valeur qu'il faudrait aujourd'hui. Très clair. Mais j'entends aussi entre les lignes que on n'a pas encore retrouvé des valorisations suffisamment intéressantes sur ces valeurs de croissance. D'une façon générale, pour s'y réintéresser. Sur les indices, on a probablement déjà des niveaux intéressants, mais après c'est un tri, c'est le gérant qui connaît les valeurs. Mais il faut vraiment s'y intéresser et oublier un peu la volatilité, oublier le fait qu'on a peu de liquidité. Il faut être capable un peu d'oublier tout ça et se laisser porter un peu sur la durée en achetant quelque chose qui effectivement est dramatiquement bon marché. Oui, mais ça remet un petit peu du sens dans l'investissement action, qui est un investissement avec un horizon de long terme quand même, on le rappelle. C'est la logique de cet investissement-là. Sur les small et mid, Eric, c'est votre domaine de spécialité. Est-ce qu'on a quand même des phénomènes de stabilisation? Tout à l'heure, Jean-Louis disait, il y a ici et là, de temps en temps, des nouvelles un peu plus positives, des réactions boursières un peu plus positives. Est-ce que vous le constatez aussi? Est-ce qu'il y a le début de quelque chose qui pourrait prendre la forme d'une stabilisation, ou est-ce que non, on n'y est pas encore? Non, quand vous voyez par exemple sur
sur les quelques semaines, le CAC perd 8% depuis quasiment le 1er octobre. Le CAC Small perd 18%. Et on est quand même dans une super logique. 20% de baisse pour les small cap en moins de 2 mois. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est dans une logique de flux, c'est-à-dire que les gérants ont des rachats massifs. Je vous donne un chiffre, il y avait 15 milliards et demi dans les fonds small caps en mai. Et le dernier chiffre d'octobre, c'était 14 milliards 2, avec moins 450 millions d'euros de souscriptions, enfin de rachats. Il y avait une décollecte de 450 millions. Donc il y a des rachats. Et donc souvent, c'est vrai que je rejoins Chagir sur ce qu'il dit. La grande problématique, c'est qu'on a le sentiment que les gérants vendent maintenant, quelle que soit la valeur. Il y a des valeurs, par exemple, qui sont en excellente santé, comme Bastide Le Confort, par exemple. Vous savez, c'est dans l'assistance à domicile, les soins à domicile. Il n'y a que des bons résultats. Le titre a perdu 25% en l'espace d'un mois. Même chose pour Maison France Confort, même chose sur Wavestone, qui sont des dossiers bien gérés, qui sont des dossiers de croissance très rentables. On a le sentiment que les gérants ne sont plus là. C'est un peu comme le couteau qui tombe. Moi, je les vois toujours pas. C'est des ventes forcées, là, vous dites. C'est des ventes forcées. C'est-à-dire qu'on ne raisonne même plus en termes de valorisation. On vend... Pierre et Vacances, ok, les résultats ne sont pas exceptionnels, mais en VE sur CA, excusez-moi juste de donner ce chiffre, c'est 0,05. Ces données, ça vaut 14 €, ça vient de perdre dans l'espace de 2 mois 50%. Alors je veux bien qu'on croit plus en ce business model, mais pas de là à perdre 50%. Mais à ce point-là, oui. Alors, et puis je parle pas de toutes les sociétés qui ont déçu, comme les Solocal, les showrooms privés, alors là c'est du moins 50, moins 60, et alors là, parce qu'avant... La sanction est sévère, mais il y a des explications, on va dire. Mais à la moindre mauvaise nouvelle maintenant dans le monde des small et mid, c'est entre moins 15 et moins 25. Et qu'est-ce qui va mettre fin au mouvement? Enfin, il y a un moment, la logique de décollecte, il y a un moment, ça s'arrête. Une fois que les clients tous ont demandé d'être remboursés. Et peut-être des opérations financières. C'est-à-dire peut-être qu'on va s'apercevoir que comme au premier semestre, on avait eu Givaudan sur Naturex, comme au premier semestre, on a vu Total sur Direct Energy, qu'on ait ce genre de valeur, ce genre d'appréciation avec une prime de 30 à 40%. On a eu il y a quelques mois Bouygues qui a racheté Keio avec une prime de 30%. C'était il y a un mois et demi. Il faudrait qu'il y ait ce genre d'opération. Mais pour l'instant, on a le sentiment que le marché va finir à moins 20. Quoi. Je vois pas d'éclaircie pour la fin de l'année sur les small et mid. François Jubin, sur les small caps, si vous le souhaitez. Puis, est-ce qu'on trouve dans tous les marchés que vous regardez, les marchés financiers globaux, des éléments de stabilisation? Parce que là, on est focalisé sur nos marchés en Europe, sur Wall Street, effectivement, parce que la correction à New York, et Chagir le rappelait, est très récente. Mais d'autres marchés accusent le coup depuis très longtemps maintenant. Donc, est-ce qu'on a là des débuts de stabilisation dans ces marchés-là, au-delà de nos seuls marchés européens, par exemple? C'est encore François. Alors là, depuis 2 jours, effectivement, on a l'impression que ça se stabilise un peu parce qu'on était habitué à des mouvements violents à la baisse. Nous, on a regardé ce problème de liquidité et on s'est aperçu que, avec d'autres indicateurs, que les rachats sur les 6 derniers mois, c'était 10-15% sur des gérants de fonds, sur les small caps. C'est très peu, en fait. C'est très peu. Et pour autant, on a ces décalages que vous signez. Donc ça montre quoi? Ça montre très peu, oui. Enfin, ici, ils sont full investis complètement. Il faut les sortir quand même. Oui, il faut les sortir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Et un gérant me signalait qu'il avait du mal à travailler sur des lignes à 100 000 €. Enfin, qui sont des petits montants. Des petits montants. Ouais. Et donc tant qu'on n'aura pas, je dirais, donné de la confiance sur le passif, sur le fait qu'il y ait des rachats, eh bien, je pense que ça va être difficile de retrouver une dynamique sur cette partie-là. Bon. Alors, à contrario, le jour où bien les gens voudront revenir sur le marché. Eh ben oui, c'est ça. Voilà, il y aura plus personne qui voudra vendre à ce moment-là. Bon, on surveille ce secteur des small caps. Effectivement, c'est quand même un indicateur aussi intéressant à suivre, cette classe d'actifs qui a tellement souffert cette année. Jean-Louis, je termine avec vous et puis vous êtes libre après. Jean-Luc Hussac chez Perceval Finance Conseil. Est-ce qu'on peut dire un mot avec vous du pétrole, Jean-Luc, quand même? On en parlait tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment une séance de capitulation ou est-ce que non, on peut voir des cours du pétrole beaucoup plus bas que ce qu'on a actuellement, sous les $60 pour le baril de Brent et autour des 50-51 $ pour le baril de brut léger américain? Si ça n'en est pas une, ça y ressemble. Donc, en tout cas, si on se pose la question d'acheter du pétrole, si on a envie d'en acheter, là, il y a un repère précis, un double bottom, double appui sur un niveau de février donc 2018. Mais c'est vrai que c'est une très 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 forte baisse, donc c'est toujours embêtant. Mais bon, si on veut en faire, il y a un repère à exploiter, on va dire, un repère
qui est bien constitué, donc ce double appui. Donc ça, c'est purement technique. Mais c'est vrai que techniquement, le signal avait été donné il y a longtemps et tous les éléments fondamentaux sont venus derrière dire bon, il faut vendre. Mais le problème, c'est que voilà, techniquement, c'était déjà fait avant. Et donc, on va dire que l'analyse technique, chartiste peut anticiper des choses. Mais là, le problème, c'est que on n'a pas d'arrêt et vous voyez, on n'a pas de dérive horizontale, d'un arrêt, c'est violent. Donc, si ça rebondit violemment, je pense qu'on aura une phase un peu hachée de dérive horizontale. On n'en est pas là. C'est vraiment l'anticipation par excellence. J'essaie de l'attraper. Donc, en règle générale, même si c'est cher, parce que la vol est élevée, c'est vrai qu'il vaudrait peut-être mieux acheter un call plutôt que d'acheter le pétrole sec comme ça. Donc, voilà. Moi, si j'ai un conseil, c'est acheter une option plutôt que le pétrole en direct. Et sur les mid et small, j'espère que ça va s'améliorer. Mais de toute façon, là, il y a une grosse perte de confiance. Et je voulais dire une chose, c'est que on est vraiment dans une situation que j'ai connue, qu'Eric a bien connue et les autres aussi, j'imagine. Ça me rappelle le début 2003, où là, c'était vraiment aussi des contraintes. On ferme les fonds, on ne veut pas afficher des performances à moins 60, moins 70, moins 80. Ils vendaient, il n'y avait plus rien. C'est pas compliqué, il n'y avait plus de contrepartie du tout. Et les fonds se fermaient. Donc là, on n'en est pas là, hein, mais on a quand même des rachats, etc. Mais là, à l'époque, ils fermaient, ça a disparu. On n'a plus vu après les performances à moins 80, elles ont disparu des compteurs. Et à cette époque-là, tout de même, le marché ne s'est pas vraiment trompé parce qu'il y a eu la plus grande phase de dépôt de bilan de l'histoire, puisqu'il y avait beaucoup de sociétés qui étaient assez fragiles, il y en a encore aujourd'hui. Avant les années 2000 ou 90, moi j'avais jamais vu ça. C'est une boîte cotée qui déposait, c'était extrêmement rare. Et là, en 2003, il y en a eu des tonnes avant que le marché reparte dans une nouvelle dynamique. Bon, on surveille ça avec vous, messieurs. Jean-Luc Hussac, merci d'avoir été avec nous pour la clôture. Jean-Luc Hussac chez Perceval Finance Conseil. Les invités du Club de la Bourse restent pendant encore un petit quart d'heure, jusqu'à 18h, pour compléter le tour d'horizon de l'actualité des marchés financiers. Le CAC 40 ce soir se stabilise, plus 0,18%, mais on reste quand même sur des niveaux assez bas, sur des niveaux techniques également importants, autour de 4950 points. 4946 points à la clôture ce soir pour l'indice parisien. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Il nous reste 5 minutes avec nos invités du Club de la Bourse. François Jubin, le président de Wise AM, Shagir Manji, directeur de la gestion de Haas Gestion, et Eric Lewin, responsable des actions des small caps, rédacteur en chef aux publications Agora. Bref, Eric Lewin. Tiens, non mais sur les small caps, Eric, un mot, on parlait tout à l'heure de la classe d'actifs en général, un mot de Parrot, là, c'est la victime du jour. Enfin, justement, l'exemple, j'aurais dû le citer tout à l'heure, mais moins 54% pour Parrot sur une séance. Les drones, qu'est-ce qui se passe chez Parrot ? Bon, je vais pas revenir avant. Vous savez, ils étaient dans l'automobile connecté. Ils ont vendu, ça c'est vendu. Ils ont vendu à Faurecia. La grande problématique, ils se sont positionnés sur les drones grand public. C'est un secteur ultra déflationniste avec un chinois qui s'appelle DJI qui met vraiment de fortes forces déflationnistes, j'ai envie de dire. Et donc, il gagne plus d'argent. Et le troisième... Mauvais positionnement, là, c'est ça, très mauvais positionnement. Et si vous voulez, ils font un peu de drones professionnels. Les drones professionnels font entre plus 2 et plus 4% de croissance, alors que les drones grand public font moins 40%. Wow. Donc, on s'est retrouvé avec un troisième trimestre absolument abominable. Le chiffre d'affaires a baissé de 40%. Vous avez une marge brute qui est passée de 38% à 21%, ce qui est franchement historiquement bas. Et surtout, ils ont perdu 51 millions d'euros sur le troisième trimestre, une perte multipliée par 3. Heureusement qu'il leur reste 170 millions d'euros de trésorerie. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement bizarre parce qu'il y a 53 millions de capi et 170 millions de trésorerie. Comment ça se fait que les gens vendent ? Les gens vendent parce qu'ils ne croient plus du tout au business model. Et en plus, Henri Seydoux a dit ce matin qu'il y aurait beaucoup de rationalisation, qu'il y aurait des suppressions d'emplois. Et on a le sentiment que dans les drones grand public, c'est un peu foutu, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils auront beaucoup de mal dans ce secteur. Et pour qu'ils aient une forte croissance sur les drones professionnels, c'est pas avant 2019, donc il y a encore un an à souffrir. C'est vraiment le gadin. C'est dommage parce que moi, je me rappelle, je vous le disais hors antenne, mais je crois qu'il y avait, vous savez, il y a
a Croissance Plus tous les ans qui fait un espèce de Spring Campus. Il y avait Henri Sédou qui était venu présenter sa société il y a 3-4 ans. À l'époque, il était vraiment au summum, et quand même voir cette valeur qui ne vaut plus que 52 millions d'euros alors qu'on parlait d'une valeur tech. Il y a tellement peu de valeur tech. Bon, c'est quand même une déception. Mais franchement, moi, j'ai pas du tout envie d'aller sur ce genre de dossier aujourd'hui. Ça sent un petit peu le souffle, si vous me permettez cette expression. Très compliqué donc pour Parrot, effectivement, à moins 54% ce soir. Shagir Manji, François Jubin, pour terminer avec vous. Alors on a compris les inquiétudes sur le cycle, le manque de visibilité, et pour l'instant on est un peu dans le brouillard sur la conviction qu'on peut avoir, les certitudes qu'on peut avoir sur la dynamique macro en 2019. Est-ce que d'ici là, il y a quand même des éléments, alors j'allais dire presque un peu artificiels, qui peuvent redonner un peu le moral aux investisseurs? Je pense au G20 la semaine prochaine, et puis on va avoir à nouveau un dernier round de réunion de Banque Centrale en fin d'année, au cours du mois de décembre. Shagir. Oui, donc évidemment, les marchés, en tout cas pour la fin de l'année, sont en attente du G20 avec les négociations entre la Chine et les États-Unis. C'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a dit tout à l'heure, cette croissance au niveau mondial est fragilisée, et il ne faudrait pas rajouter à cette croissance qui est déjà fragilisée de par le monde un élément supplémentaire de baisse de croissance. Voilà. Donc on cherche à éviter des mauvaises nouvelles supplémentaires. C'est ce qu'on va chercher à travers ce G20. On a déjà ce ralentissement. Mais je dirais qu'en dehors de ça, les catalyseurs aujourd'hui qui permettraient de redonner de la visibilité, c'est d'abord et avant tout un momentum de croissance un peu meilleur en Chine, une stabilisation des PMI. Pareil dans la zone euro, une stabilisation autour de 1,5, 1,7 de croissance, ça serait bien. Plus une dégradation comme on l'a ces derniers temps. Et puis, on a des éléments favorables. Je l'ai dit tout à l'heure, le pétrole, je le prends comme un élément favorable pour l'économie. Pour dans quelques mois. Pour dans quelques mois, ça va être assez vite. Donc, c'est quand même un élément qui redonnera un peu de pouvoir d'achat à la demande intérieure. Et puis, il y a également le plan de relance qui est un peu attendu en Chine pour faire face à ce ralentissement. Ça, c'est des catalyseurs qui peuvent redonner un peu de confiance sur les marchés. Et n'oublions pas un dernier point qui a un impact microéconomique, en tout cas dans la zone euro, c'est la baisse de l'euro tout le long de l'année 2018, qui sera un élément, à mon avis, particulièrement favorable sur les comptes des entreprises. Mais là aussi, il faudra avoir une stabilisation de l'euro. Déjà une stabilisation, mais ça sera un élément favorable pour les résultats du T1 2019. François Jubin, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Il nous reste 1 minute 30 pour conclure. Déjà, l'ambiance est quand même sur la partie émergente. Pardon, sur la partie émergente et même partie Asie, est déjà meilleure. On les a oubliés. Non, mais je vous demandais tout à l'heure, ces marchés attaqués depuis longtemps. Oui, donc ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Et on voit bien que sur les 15 derniers jours, 15 derniers jours, 3 dernières semaines, les actions émergentes, c'est sans doute un des marchés qui a le mieux résisté, voire c'est positif. Ça. Donc c'est intéressant. Alors, ce qu'on craint effectivement, c'est l'effondrement de la Chine. Parce que le ralentissement, au final, il a été souhaité. Parce qu'on se rappelle du modèle chinois à 10% de croissance, ce n'est plus le modèle qui est désiré en Chine. Donc s'ils arrivent à stabiliser autour de 6% de croissance, personne ne va s'en plaindre. L'enjeu, c'est effectivement, est-ce qu'ils vont être en mesure de stabiliser? Donc ça, c'est la première chose. Et puis on a quand même un peu de tensions qui peuvent revenir avec notre ami Trump. Oui. Sur le commerce. Ah oui, sur le commerce. Oui, non, mais c'est pour ça que le G20 de la semaine prochaine, c'est pas gagné. Wall Street Journal aujourd'hui nous dit que la Maison Blanche avertit tous les alliés des États-Unis de ne pas utiliser les produits de Huawei Technologies, donc groupe chinois technologique, notamment très présent sur les composants pour la 5G. Information du Wall Street Journal, Washington appelle les alliés des États-Unis à ne pas utiliser les composants de Huawei aujourd'hui. Donc une invitation au boycott d'une certaine manière à une semaine du G20 qui doit permettre de résoudre le problème du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. C'est pour ça que beaucoup de prudence quand même avant ce sommet de la semaine prochaine. D'ici là, on aura le sommet européen ce dimanche pour essayer de conclure un accord autour du Brexit, et on en reparlera évidemment dès lundi sur BFM Business. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour ce club de la bourse. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve donc lundi dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.